Le stockage géologique du CO2, c'est une technologie qu'on pourrait mettre en œuvre pour lutter contre le réchauffement climatique. C'est une des technologies qu'on pourrait mettre en œuvre. Il y a d'autres moyens d'action, mais en tout cas, c'est quelque chose qui pourrait être mis en œuvre rapidement pour limiter l'accumulation de CO2 dans l'atmosphère. Alors, est-ce qu'on a suffisamment de place dans le sous-sol pour pouvoir stocker géologiquement ce CO2 ? Eh bien, c'est ce dont nous allons discuter maintenant. Nous allons discuter de la notion de réservoir géologique et discuter de la place géologique et discuter de la place disponible dans le sous-sol. Alors pour cela, on va dessiner un paysage avec une petite usine, une ville. Hop. Les émissions de CO2 s'accumulent dans l'atmosphère. Le stockage géologique du CO2 aurait pour objet de capter à l'origine sur des sources concentrées comme l'industrie, le CO2 en le traitant dans les fumées, et puis de le stocker géologiquement dans des zones adéquates. Et les émissions sont telles qu'il faut des grandes quantités de stockage, donc il faut trouver des zones géologiques qui permettent de contenir tout ce volume. Alors justement, détaillons un petit peu le sous-sol géologique. Si nous essayons de regarder comment est constitué le sous-sol, par exemple, de ce paysage, alors schématiquement, on va trouver un empilement de couches de roches, de différents types de roches, un petit peu comme ceci, qui ne sont pas forcément très épaisses, de l'ordre du mètre, de la dizaine de mètres. Et c'est des choses qu'on peut observer lorsqu'on va regarder une falaise, et on va voir effectivement des empilements horizontaux. Alors on peut avoir quelque chose de moins régulier, avec par exemple une faille ici, une petite falaise, et puis on redémarre ici. C'est la géologie qui va plisser, couper, faire un certain nombre de situations, mais globalement, ces roches, ce sont des empilements réguliers comme ceci. Alors pourquoi on a ça? Parce que l'origine de ces roches, ce sont des roches sédimentaires, c'est la sédimentation il y a longtemps. On peut imaginer l'estuaire d'un grand fleuve. Ce fleuve va amener des sédiments de nature variée, et puis ils vont rentrer comme ça dans la mer et se déposer petit à petit et former ces couches qui ont des grandes extensions latérales, bien que peu épaisses. Alors avec les temps géologiques, ces couches de sédiments s'enfoncent, vont être plus compactes, vont se transformer un petit peu par des réactions chimiques au temps long, mais globalement ensuite on va retrouver une stratification avec des roches qui ont des propriétés un petit peu différentes. Et justement, si on regarde en détail à une certaine profondeur comment est constituée cette roche, eh bien on va voir que, si je fais un zoom, je vais avoir un assemblage de petits grains, par exemple des petits grains de sable, comme ceci. Mais entre tous ces petits grains, j'ai bien sûr, que je colorie ici, des espaces vides. Et ces espaces vides vont constituer ce qu'on appelle une porosité, un espace que l'on peut remplir de fluide. Cette porosité, qu'on note phi en général, donc c'est le volume de tous ces petits pores divisé par le volume total de l'échantillon. Et cette porosité est de l'ordre de 10 à 25% selon le type de roche. Donc ça, c'est quand même très important. Et bien sûr, cet espace vide peut être occupé par différents types de fluides, et notamment le CO2. Donc ici, j'ai l'exemple d'une roche, c'est un grès, qu'on va trouver par exemple à 2000 mètres de profondeur dans mon schéma. Donc on voit que c'est tout à fait compact, c'est très rigide, et que c'est difficile à l'œil nu de s'imaginer que cette roche contient en fait 20% de volume poreux. Donc ça représente à peu près cette quantité. Je pourrais compacter la partie solide et libérer 20% d'espace. Et donc ces 20% d'espace vont constituer une réserve, un volume disponible très important. Alors là, on va calculer juste un ordre de grandeur de volume. Si je prends cette couche-ci, avec une porosité de 10% par exemple, eh bien son volume, que je vais noter V, ça va être 10 mètres d'épaisseur par exemple, multiplié par l'extension de cette couche. Et c'est là qu'en fait, comme ça peut faire 100 km, donc 100 000 mètres, fois 100 000 mètres, en extension latérale et comme ça, on va trouver un volume extrêmement grand, 10 puissance 10 mètres cubes. Ça, c'est le volume de la roche. Si je multiplie par sa porosité, 0,1, je vais avoir 10 puissance 9 mètres cubes, de l'ordre du milliard de mètres cubes. Donc on voit que le volume accessible est très grand. Et pourtant, ce ne sont pas des cavités. C'est une roche compacte, il n'y a pas de grotte, il n'y a pas de trou, mais le volume disponible est très grand.
Donc ce volume peut être occupé par des fluides. Les réservoirs géologiques peuvent être remplis de pétrole, de gaz, ça on le connaît. Il y a des réservoirs naturels de CO2, ça existe aussi. Donc ce volume peut être rempli de différents types de fluides. Alors, une roche poreuse ne suffit pas à faire un réservoir. En effet, il faut que la couche de roche immédiatement supérieure soit de nature particulière. Il faut qu'elle constitue une barrière, une couverture imperméable. Alors ces situations peuvent arriver si on imagine que dans la formation sédimentaire, au moment du dépôt, ces deux couches géologiques se sont formées parce que les gros grains de sable qui ont été amenés dans l'estuaire d'un grand fleuve ont sédimenté et au-dessus on avait du limon, un peu de vase qui s'est déposé doucement. Et en fait, au moment de la compaction, la partie des petits grains fins constituant la vase vont créer une roche argileuse très compacte, pas du tout perméable, avec peu de porosité, et qui va créer une barrière pour que les fluides ne s'échappent pas de la zone de roche inférieure. À ce moment-là, on a une situation idéale de réservoir géologique, un espace poreux de grande dimension, une couverture imperméable qui bloque les fluides, et c'est cette situation qu'on va utiliser pour le stockage géologique du CO2. On fait un trou avec un puits qu'on va créer à partir d'un forage, on injecte le CO2 qui va remplir ces couches poreuses, comme ceci. On va pouvoir mettre des quantités importantes, du bon ordre de grandeur par rapport aux émissions qui sont émises, et ce CO2 ne peut pas remonter à cause de la barrière imperméable, il reste de manière permanente dans cette partie-là. Alors au temps très long, il peut se minéraliser, c'est-à-dire une partie du CO2 se transforme en carbonate en roche, sinon il reste piégé au temps très long, et en tout cas, par ce moyen-là, par ce réservoir géologique, on bloque le CO2 et on évite ainsi d'avoir du CO2 émis dans l'atmosphère et d'avoir une accumulation qui va conduire par effet de serre au réchauffement climatique.